Le sommet de l'OCS, vous avez écrit un article sur votre site intitulé « L'aube d'un nouvel ordre mondial ». Que s'est-il passé et comment avez-vous trouvé le sommet de l'OCS? Eh bien, je n'ai pas tout vu. Vous savez, ça s'est terminé pendant la nuit, pendant que je dormais. Donc, j'avais pas quelqu'un pour me raconter tout en direct. En fait, le truc le plus drôle, c'est que, vous savez, la photo que j'ai montrée de la réunion entre Modi, Poutine et Xi, il y a eu un moment où ils riaient, et maintenant tous ces mèmes commencent à apparaître sur Internet où on les voit rire. Par exemple, l'un d'eux dit « Poutine à Modi, mec, tu peux croire que Macron est marié à un mec ?» Ou alors Poutine dit à Modi « Oui, mon grand-père est mort dans son sommeil dans un bus. » Et Modi répond « Oh, je suis désolé. » Il dit « Oui, il est mort paisiblement. Dommage pour les autres passagers. » Mais ça montre que ce n'était pas des rires de politesse, c'était de vrais fous rires. Donc je ne sais pas de quoi il parlait. Mais quand on voit ces trois-là, en particulier l'Inde et la Chine, rire ensemble, c'est une bonne nouvelle. Parce qu'auparavant, ils se préparaient à se lancer des armes nucléaires. Les tensions qui existaient entre ces deux pays depuis plusieurs années étaient quelque chose que les États-Unis cherchaient joyeusement à exploiter. Et maintenant, les États-Unis se retrouvent à l'écart, spectateurs. L'OCS était à l'origine une réunion entre la Chine et les anciennes républiques soviétiques. Principalement, c'était le noyau principal. Mais désormais, d'autres sont invités à y participer. Ce que j'ai trouvé fascinant parmi les nouveaux venus, ou les trois, étaient la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et alors que l'Azerbaïdjan est à l'OCS, la Russie vient de faire exploser un de leurs navires qui transportait des armes vers l'Ukraine. Alors, vous savez, peut-être qu'Aliyev aura quelque chose à dire à Poutine, ou bien Poutine lui rappellera. Il dira simplement, vous savez, FAFO. J'aimerais bien savoir ce que FAFO veut dire en russe. Vous savez, il faudrait aller sur Google Traduction et commencer à utiliser cet acronyme. Ce sera ce que Poutine aura partagé avec Aliyev. Mais vous savez, au début, j'ai entendu les premières remarques de Xi, et il a dit « nous n'allons plus tolérer ce harcèlement. Nous allons établir un nouvel ordre sécuritaire. » Donc le travail de l'OCS va vraiment compléter celui des BRICS. Et l'ironie, enfin, ce n'est pas vraiment de l'ironie, mais Modi arrive à cet événement en tant que nouveau président en exercice des BRICS pour l'année à venir. Tout comme, vous savez, l'an dernier, à la même époque, ils étaient à Kazan pour le sommet des BRICS. Et c'est à ce moment-là que le flambeau est tombé sur le Brésil, et nous étions inquiets. Oh là là, le Brésil va tout gâcher. Et ils ont failli le faire. Mais maintenant, Modi arrive avec le soutien crucial des autres nations des BRICS et de toutes les nations de l'OCS, parce qu'ils sont en confrontation et en bras de fer avec les États-Unis. Et ces conseillers idiots autour de Trump, en particulier Peter Navarro, dommage qu'il ne l'ait pas gardé en prison. Ils sont convaincus qu'ils vont dire à l'Inde quoi faire, parce que tout cela vise à nuire à la Russie. Et ces pays, ils en ont assez. Et donc, ils s'unissent à un moment où les États-Unis, leur politique étrangère sous Trump, c'est combien de gens peut-on énerver aujourd'hui? Qui peut-on aliéner? C'est insensé. Ce qui est incroyable, Larry, c'est qu'il y a 2 jours, je t'ai parlé de cet article dans Politico. Il y avait un article qui soutenait que, dans les 5 prochaines années, l'une des escalades possibles pourrait avoir lieu entre la Chine et l'Inde. Oui, je sais. Écoutez, au sein de l'establishment de la politique étrangère ici aux États-Unis, et je dis cela pour la plupart de vos téléspectateurs étrangers qui apprécieront et comprendront ce qui se passe ici, il y a en quelque sorte 2 mythes qui continuent de dominer.
Si vous assistez à l'un de ces forums académiques ou à ces présentations politiques, vous allez y être confronté. Mythe numéro 1. Oh, la Russie n'est qu'un sous-fifre de la Chine. Elle n'est là que par commodité en ce moment, mais elle n'aime pas vraiment les Chinois, et les Chinois vont de toute façon la dominer. Donc la Russie est tellement petite et insignifiante. Donc, vous savez, il faut que nous fassions de la Russie notre amie pour qu'elle puisse collaborer avec nous afin que nous puissions vaincre la Chine. Elbridge Colby, le numéro 2 du département de la Défense, a beaucoup écrit à ce sujet. O. Wes Mitchell a rédigé un article dont nous avons déjà parlé, publié dans The National Interest, qui va dans ce sens. La Rand Corporation, en 2019, a clairement expliqué comment séparer la Russie de la Chine. Et ce que la combinaison de Joe Biden et Donald Trump a accompli, c'est d'avoir rapproché la Chine et la Russie dans une relation qui est historique. Historique parce qu'à aucun moment dans la longue histoire des deux pays, avec la Russie, on remonte à 1000 ans. Et avec les Chinois, je ne suis même pas sûr d'avoir assez de doigts pour compter jusqu'où ça va. Mais aujourd'hui, ils sont intégrés à la fois économiquement, politiquement, financièrement et militairement. Ils partagent. Il s'agit donc d'une coopération à grande échelle. Et maintenant, dans les écoles russes, par exemple, on s'attend à ce que les enfants apprennent le chinois. Ce n'est donc plus un cours ésotérique réservé à quelques-uns. C'est ce que tout le monde est censé faire. Eh bien, vous allez apprendre une autre langue. Vous allez apprendre le chinois. Voilà pour le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est qu'il n'y a aucun moyen que l'Inde et la Chine s'entendent. Et que fait-on? Est-ce que la Central Intelligence Agency et d'autres organisations de renseignement font tout ce qui est en leur pouvoir pour essayer d'exacerber ou d'enflammer cette confrontation? Vous savez, tout ce que nous pouvons faire pour provoquer la séparation de ces deux-là, c'est mieux. Nous ne voulons pas qu'ils travaillent ensemble. Mon Dieu, ils pourraient faire quelque chose de bénéfique pour le monde. On ne peut pas permettre ça. Mais ce sont des concepts dont les gens discutent dans ces forums ouverts et sur les chaînes d'information en continu. Comme « oui, en fait ». Mais quand je veux dire « enfin, on ne me laissera pas passer à l'antenne ». Mais si j'étais autorisé à dire ce que je dis, on me traiterait comme si j'avais la lèpre. Ce n'était pas seulement à propos de la Chine et de l'Inde, Larry. Ils ont eu le même genre d'argument à propos de la Russie et de la Chine également, à propos de l'Iran et de la Russie qui ne s'apprécient pas. Après tout, ils ont été en quelque sorte ennemis historiquement. Mais si l'on regarde la situation actuelle, on voit à quel point le monde est en train de changer sous nos yeux. La Chine et la Russie. Je pense que l'establishment aux États-Unis ne croit toujours pas que cela soit en train de se faire. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ça, c'est forcément de l'intelligence artificielle. Mais vous savez, il ne s'agit pas seulement de se rencontrer et de discuter. Ils agissent aussi. Donc, quand la Chine achète du pétrole russe, il y a 10 ans, quand cela arrivait, et ce n'était pas dans les quantités actuelles, si la Chine voulait acheter du pétrole russe, elle devait prendre des yuans chinois, aller sur le marché financier international et acheter des dollars. Ensuite, elle payait avec ces dollars. Les dollars étaient transférés en Russie via SWIFT et déposés sur un compte russe. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils n'achètent plus ces dollars. Donc la demande pour le dollar diminue. Maintenant, ce n'est pas non plus si spectaculaire. Ce n'est pas une chute de 20% ou 30%. Mais vous savez quoi? C'est comme la façon dont les eaux de crue font tomber un mur. Elles contournent ce mur. D'abord, un morceau de béton se détache,
puis un autre. Ainsi, des morceaux commencent à se détacher, et cela ne semble pas grave jusqu'à ce qu'un beau jour, on atteigne un point où l'intégrité structurelle du mur est compromise, et là, boum, il s'effondre. C'est là que se dirige le système financier dominé par le dollar américain, parce que la Russie et la Chine contournent ce système. La Chine et le Brésil le contournent aussi. L'Inde avec la Russie fait de même. L'Inde avec d'autres pays des BRICS va également s'en écarter. Et tout à coup, ces pays, la Chine, la Russie et l'Inde, deviennent des acteurs majeurs. China, Russia, and India are major countries, and as is Brazil. Et c'est pareil pour le Brésil. Vous savez, l'Afrique du Sud n'est pas dans la même catégorie qu'eux, sur le plan économique, n'est-ce pas? Mais maintenant qu'ils commencent tous à utiliser d'autres monnaies que le dollar pour régler le commerce international, cela représente une menace pour la domination américaine sur ce système financier. Ils ont déclaré publiquement que non, ils ne cherchent pas à remplacer le dollar. Non. Mais ce n'est pas comme s'ils allaient créer une nouvelle monnaie, qui serait simplement, vous savez, une monnaie des BRICS. Mais ils affirment qu'ils ne veulent plus être dans une position où les États-Unis peuvent les intimider, les menacer, leur imposer des sanctions, leur nuire et utiliser leur dollar comme une massue pour les frapper. Non, cela va cesser. Et les actions des États-Unis à la suite du début de l'opération militaire spéciale en février 2022, c'est là que la mèche initiale a été allumée. J'en ai parlé à l'époque, et tout à coup, l'incendie s'est propagé. Il prend de l'ampleur. Et il va arriver un moment, je ne sais pas, est-ce que ce sera l'année prochaine, dans 5 ans, où les États-Unis ne seront plus au sommet à contrôler tout cela. À ce moment-là, nous devrons changer notre façon d'agir et d'interagir avec les autres pays. Allons-nous les traiter avec respect et comme des égaux, ou allons-nous poursuivre notre nouvelle forme de néocolonialisme et essayer de les dominer? Je pense que le point principal serait qu'est-ce qui réunit tous ces pays? Le seul point, c'est que leurs économies les rassemblent. Leurs économies sont absolument essentielles pour leur sécurité, pour leur croissance, pour l'avenir de leur pays. Et il ne semble pas que ce fait soit apprécié à Washington. Parce qu'on ne peut pas imaginer la Chine sans l'énergie provenant de la Russie et de l'Iran. On ne peut pas imaginer la Russie sans l'aide des BRICS, car nous savons à quel point les BRICS ont été importants dans la lutte en Ukraine. Ils voulaient faire pression sur la Russie, écraser la Russie, simplement détruire la Russie. Mais les BRICS n'ont pas suivi ce plan. L'Inde a dit non à l'administration Biden, pas à l'administration Trump. Oui, c'est ça. Nous sommes à une phase de transition dans le monde où les pays qui ont été exploités par les empires coloniaux, par l'Europe et par les États-Unis, j'inclus les États-Unis dans ce même empire colonial. Nous aimons prétendre que nous sommes le meilleur ami du monde, que nous sommes une cité sur la colline célébrant la démocratie. Mais nous sommes l'un des plus grands envahisseurs de l'histoire. Et le nombre de morts que nous avons causés chez d'autres peuples est significatif. Mais si l'on regarde aussi en Afrique, à travers le Sahel, ces pays qui étaient autrefois exploités par la France en particulier sont en train de les chasser et de reprendre le contrôle de leurs propres ressources naturelles. Vous savez, l'une des caractéristiques de l'Occident a toujours été d'entrer dans un pays « Oh, nous allons investir ici avec vous, disons. Eh, nous allons vous aider avec cette mine d'or. » Mais ensuite, eh bien, nous allons la signer à notre nom. Et tout à coup, dans ces pays, on ne voit pas le développement des infrastructures. On ne voit pas le développement de la population dans le sens d'une classe moyenne, solide, de personnes vivant dans une société de consommation où elles peuvent bénéficier d'infrastructures décentes, de bonnes routes, de bons systèmes d'égouts et d'eau, pour que la population soit en bonne santé, d'une bonne électricité.
Les empires coloniaux n'ont pas encouragé cela. Et ils ont toujours traité ces Africains en particulier, vous savez, ces Noirs, comme s'ils étaient stupides. Ils ne savent pas. Vous savez, ce sont des animaux. Eh bien, ils en ont assez. Et maintenant, ils se rendent compte, vous savez quoi, nous allons prendre le contrôle de ces ressources et les utiliser pour notre peuple. Maintenant, est-ce qu'il y a des dirigeants corrompus qui vont en profiter pour eux-mêmes? Oui, absolument. Absolument. Cela existe ici, aux États-Unis. Donc vous savez, nous ne sommes pas en position d'aller montrer du doigt les autres et de leur faire la leçon. Hey, vous devez vous remettre en ordre et être comme nous. Oh, vous voulez dire comme tous les présidents qui sont arrivés au pouvoir sans être multimillionnaires et qui, en quittant leur fonction, le sont devenus. Oui, super système. Bill Clinton est, vous savez, l'exemple parfait de cela, tout comme Barack Obama, deux des pires exemples. Donc vous voyez, nous avons la corruption de ce côté-ci de l'échiquier, mais nous passons notre temps à faire la leçon aux autres pays. Maintenant, ils commencent à s'éloigner de cela. Je ne serais pas surpris de voir une alternative à l'Organisation des Nations Unies se mettre en place, ou qu'il y ait une confrontation concernant l'ONU. Il n'y a aucune raison au monde pour que la France et l'Angleterre occupent deux des sièges les plus importants au Conseil de sécurité de l'ONU, où ils peuvent opposer leur veto à tout. La France et l'Angleterre, ou le Royaume-Uni, sont des pays sans importance. Oui, ils ont, vous savez, à travers le système financier, l'influence bancaire des Rothschild, l'argent européen là-bas, ils ont une certaine influence. Mais militairement et économiquement, c'est une blague. C'est une véritable blague. Ils ne produisent rien de vraiment remarquable. Vous savez, la France produit de grands vins et du champagne, quelques bons fromages. Mais en termes de ressources naturelles ou de technologies modernes qui changent le monde, non. Tout cela se passe en Chine. Et vous savez, en Occident, ce mythe continue de se perpétuer. Oh, les Chinois n'ont tout ça que parce qu'ils nous l'ont volé. Vous savez, les Chinois font des choses à une échelle industrielle que les États-Unis ne peuvent absolument pas égaler. Et c'est comme arrêter avec cette arrogance où on doit supposer, eh bien, nous sommes Américains, nous sommes les meilleurs de tous. Vous savez, j'ai été fier d'être Américain parce qu'il y a eu un moment où je pensais que nous étions vraiment sincères dans notre volonté d'aider les opprimés, de défendre la liberté et la justice. Maintenant, en vieillissant, j'ai compris que tout cela n'était qu'une sacrée arnaque. Ils ont utilisé ce discours et embobiné beaucoup de gens au grand cœur pour leur faire croire, alors qu'en réalité, ceux qui sont vraiment au cœur de l'État profond et de ces grandes institutions financières n'y croient pas du tout. Nous ne sommes qu'un outil à utiliser. Larry, penses-tu que la Chine, quel était le principal objectif de la Chine? Quel était le but principal de la Chine en communiquant? Parce qu'ils ont invité l'Arménie. D'une certaine manière, j'ai trouvé étonnant de voir l'Arménie et l'Azerbaïdjan présents. Penses-tu qu'ils ont des discussions honnêtes et sincères sur la région? Oh oui, je pense qu'ils ont été informés, probablement de manière très claire, que voilà, la réalité est la suivante. Notre économie est en croissance. Celle des États-Unis ne l'est pas. Les États-Unis sont alignés avec l'Europe. L'Europe est en déclin. L'avenir est ici. Vous êtes petits, et en particulier pour l'Arménie et l'Azerbaïdjan, vous êtes de très petits pays. Ce n'est pas que vous soyez insignifiants, mais si vous décidez de vous aligner avec l'Occident et de vous associer à des pays qui veulent nous attaquer et nous intimider, eh bien, c'est votre choix. Mais comprenez que de tels choix ont des conséquences. Donc je ne pense pas qu'ils étaient là pour les menacer.
Ils n'allaient pas faire demi-tour et faire ce que j'appelle, vous savez, enlever le masque, prétendre qu'ils sont déguisés en Chinois, alors qu'en réalité ils agissent comme les États-Unis. Enlevez le masque. Salut, c'est l'oncle Sam, et voilà ce que vous allez faire. Non. Je pense qu'ils ont essayé de faire passer le message. Nous allons traiter avec vous avec respect, sur un pied d'égalité, même si vous êtes un tout petit pays, l'Arménie en particulier, avec 2,8 ou 3 millions d'habitants au maximum. Bon sang, c'est un quartier à Pékin, d'accord? Donc c'était peut-être pour leur montrer, laissez-nous vous montrer quelles sont les vraies opportunités de coopération économique. Parce qu'avec l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, ils mettent vraiment leur argent là où ils disent, et ils aident concrètement d'autres pays à développer leurs infrastructures. Oui, mais avec les Chinois, tu peux utiliser cette infrastructure et aider la Chine. Absolument. Et les Chinois, est-ce qu'ils sont, tu sais, j'adore entendre ça de ce côté du monde, eh bien, ils sont impitoyables pour prendre le contrôle des chaînes d'approvisionnement. Non, ils sont intelligents. Ils ne sont pas idiots comme nous l'avons été, d'accord? Mais ce faisant, ils n'agissent pas comme ce patron de monopole qui dirait « on vous tient et vous faites ce qu'on veut, sinon on va serrer la vis », tu vois? Donald Trump, il ne s'agit pas ici de politique de sécurité nationale. Il ne s'agit pas de politique étrangère. Il s'agit de politique intérieure. Donald Trump essaye de satisfaire un public national, et même plusieurs publics nationaux en même temps. Il a sa base, qui dit en avoir assez que l'argent américain soit envoyé pour financer l'Ukraine. Et puis il a son opposition politique, ou ce que j'appellerais les traîtres parmi nous, ceux qui prétendent soutenir Donald Trump, mais qui en réalité s'opposent farouchement à toute politique qui mettrait fin à ce conflit selon des conditions acceptables pour la Fédération de Russie. Il doit donc passer par ces manœuvres très compliquées. Il ne se soucie pas des morts parce qu'il ne sait pas les compter. Il ne fait que répéter les chiffres qu'on lui donne. S'il se souciait des morts, il voudrait vraiment connaître la réalité et comprendre pourquoi elle est importante. Il vit dans un monde imaginaire où la Russie perd plus d'hommes que l'Ukraine, où les Ukrainiens subissent des pertes à un rythme soutenable, ce qui signifie que l'Ukraine a le potentiel de poursuivre ce conflit. Selon ces chiffres, la Russie ne serait pas en mesure de tenir sur la durée. Par conséquent, l'idée de continuer cette guerre pour faire pression sur la Russie lui semble logique. Mais en réalité, nous savons désormais que 1,7 million d'Ukrainiens sont morts ou portés disparus. Je pense qu'il y a quelques centaines de milliers de disparus parmi eux, mais ils sont probablement morts. Ce chiffre va encore augmenter car, selon les mêmes données divulguées du ministère ukrainien de la Défense, 625 000 de ces morts ou disparus proviennent de cette année seulement. Cela fait 90 000 par mois, et ce chiffre ne cesse d'augmenter parce que la Russie domine complètement. Cela signifie donc que chaque mois, 90 000, bientôt 100 000 Ukrainiens meurent ou disparaissent. Ce sont des chiffres énormes. Si Trump se souciait de l'Ukraine, il dirait qu'il faut mettre fin à cette guerre, car ces chiffres ne feront qu'empirer. Les pertes russes sont importantes, mais pas à ce point. Actuellement, on estime que la Russie perd un mort pour chaque 10, 13 ou 15 morts ukrainiens. Donc les pertes russes sont bien moindres que celles des Ukrainiens. Cela reste des chiffres importants. Je ne dis pas que la Russie avance sans difficulté. Les combats sont très durs. C'est l'un des conflits les plus intenses qu'on ait vus depuis la Seconde Guerre mondiale. Au moins, Donald Trump comprend bien cet aspect-là. Il commence à saisir qu'il s'agit d'une nouvelle forme de guerre. Il a parlé l'autre jour de la guerre par drone et de la réalité de cette guerre.
Mais vous savez, il ne peut pas se laisser acculer, c'est-à-dire donner l'impression qu'il a cédé face à la Russie. Donc il est obligé de dire et de faire des choses stupides. C'est pour cela que l'autre jour, il a publié sur les réseaux sociaux que l'Ukraine avait la capacité d'attaquer la Russie. Personne n'a jamais gagné une guerre en restant sur la défensive. Il faut avoir la capacité d'attaquer. Il a associé cela à une annonce selon laquelle les États-Unis, d'après un article du Wall Street Journal, allaient vendre à l'Ukraine environ 3000 armes à longue portée, des missiles ATACMS, je ne sais même pas ce que signifie le A, ou quelque chose comme ça. Et à première vue, on se dit, mais quoi? Parce que n'était-ce pas Donald Trump qui avait compris, en décembre 2024, que le feu vert donné par l'administration Biden à l'utilisation des missiles ATACMS pour cibler des actifs stratégiques russes nous avait amenés au bord de la guerre nucléaire? Trump l'avait reconnu. C'est pourquoi il avait dit « Je ne poursuivrai pas cette politique ». Maintenant, il applique cette politique, mais en utilisant un autre système d'armes. Mais analysons cela, car c'est ce qu'il a dit. Il adopte actuellement une posture pour que personne ne puisse dire qu'il ne soutient pas l'Ukraine. Il a dit non, 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 non. Nous ne faisons que ne pas payer pour cela. Mais c'est l'OTAN qui paye pour ça. Vous vous souvenez de ces 10 batteries patriotes qui devaient fournir l'ensemble complet? J'adore ce terme, l'ensemble complet. C'est tellement rassurant. Ça donne vraiment un sentiment de sécurité et de protection. Et maintenant, apparemment, nous fournissons aussi l'ensemble complet de missiles ARAM. Mais ces batteries patriotes ne seront jamais livrées à l'Ukraine. D'abord, il faut les fabriquer. Il faut attendre son tour. Beaucoup de pays cherchent à obtenir des batteries et des missiles patriotes. Israël en a utilisé un grand nombre et a besoin de les remplacer. Les États-Unis n'en ont plus. Nous devons renforcer nos propres forces. Donc, une fois que nous commencerons à les produire et à les envoyer en Europe pour qu'ils soient transférés à l'Ukraine, on parle de 2027-2028. Il n'y aura plus d'Ukraine d'ici là. Elle ne tiendra pas aussi longtemps. L'ERAM est un système conçu en 2023. Il n'existait pas. En fait, il n'existe pas. Je veux dire, ils ont passé 2 ans à le développer. Je pense qu'il a peut-être réussi son dernier essai, mais il n'est pas encore en production en série. Cela signifie que si on le construit, on ne fabrique que des prototypes pour des essais. Ils ne sont pas encore destinés à être livrés à l'Ukraine. Et pourtant, dans 6 semaines, Donald Trump dit qu'il commencera la livraison. Cela signifie que, supposons que pour faire cette annonce, le système a maintenant passé son évaluation finale. La production maximale que les États-Unis pourront atteindre, même en tournant à plein régime, est de 1000 missiles par an. Cela signifie que pour arriver à ce dont Donald Trump parle, il faudra attendre au moins 3 ans et demi avant que l'ensemble complet ne soit livré. Mais certains missiles pourraient être livrés, quelques-uns, peut-être une douzaine pour commencer. Mais il y a des conditions. L'Ukraine ne peut pas utiliser ces missiles sans l'autorisation des États-Unis. Seuls les États-Unis peuvent désigner les cibles. Et si vous pensez que Donald Trump va permettre aux États-Unis de désigner les cibles pour les missiles ARAM, sachant qu'en le faisant, on ferme la porte à toute possibilité de paix parce qu'on devient un participant direct à la guerre, cela n'arrivera pas. Tout sera repoussé de 6 mois. Je pense que Donald Trump espère que dans 6 mois, il y aura une nouvelle réalité sur le terrain. Une réalité qui obligera les Ukrainiens à accepter les conditions russes, sans compromis, mettant ainsi fin à cette guerre. Sinon, vous savez, cette guerre continuera jusqu'à ce que la Russie atteigne tous ses objectifs. Et malheureusement, pour atteindre ces objectifs, la Russie devra détruire l'armée ukrainienne. Ils sont 800 000 là-bas aujourd'hui. Je pense que la Russie, d'ici la fin de tout cela, aura tué encore 250 000 à 300 000 Ukrainiens.
C'est simplement comme ça que les choses se passent. C'est la logique de la guerre. Donc vous savez, c'est la réalité. Donald Trump fait des déclarations, mais la réalité, c'est qu'aucune mesure concrète ne sera prise. Donald Trump a des ambitions bien plus grandes. Il essaye de relancer un traité stratégique sur le nucléaire avec les Russes. Il cherche à mettre en place, vous savez, des entreprises communes rentables. L'exploitation et l'exploration conjointe de l'Arctique. Je crois que c'est Chevron qui vient tout juste d'obtenir le feu vert pour retourner dans l'industrie pétrolière russe. Vous savez, Trump a dit « Oui, nous sommes favorables à cela. C'est des milliards de dollars. » Et après Chevron, d'autres géants américains de l'énergie vont revenir sur le marché russe. C'est ça qui intéresse Donald Trump. L'Ukraine ne l'intéresse pas. En fait, aujourd'hui, ou je crois que c'était hier, il a dit « Qu'est-ce que l'Ukraine espérait en allant en guerre contre la Russie ?» Ils se sont fait botter les fesses. Il reconnaît cette réalité. C'est simplement un jeu politique qui se joue en ce moment, parce qu'il y a une énorme opposition aux États-Unis, en Europe, et une collusion entre l'Europe et les États-Unis pour empêcher Donald Trump d'avoir de meilleures relations avec la Russie. Malheureusement, ces personnes qui s'opposent à de meilleures relations avec la Russie sont prêtes à sacrifier l'Ukraine pour parvenir à leur fin. Et quand je dis sacrifier, je veux dire littéralement sacrifier l'Ukraine. Ils détruisent le patrimoine génétique de l'Ukraine. Bientôt, ils enverront des jeunes de 18 ans sur la ligne de front. Et quand cela arrivera, ce sera fini. L'Ukraine est finie en tant que nation parce qu'il ne restera plus que des femmes, il n'y aura plus d'hommes. Et maintenant, on aborde un sujet un peu sensible. Mais la Russie a un problème démographique. On voit la Russie adopter des lois, en ce moment, pour encourager la natalité parmi la population russe, parce que sa population est en déclin. Et à cause du conflit en Ukraine et de l'expansion de l'OTAN, la Russie a dû augmenter la taille de son armée. Elle compte maintenant 1,3 million de soldats. Il est probable que ce chiffre atteigne 1,6 million une fois l'expansion terminée. 1,6 million de personnes sous les armes. Et cela retire des gens du marché du travail. On voit donc la Russie se demander maintenant, peut-on faire venir des Indiens? Peut-on faire venir des étrangers dans notre main-d'œuvre? Les Russes ne souhaiteraient rien de plus que de voir l'OTAN déclarer « Nous sommes à nouveau une organisation défensive, retour à nos racines, et nous agirons en conséquence. » Je pense que l'on verrait la Russie commencer à réduire rapidement la taille de son armée, car elle pourrait alors réaffecter cette main-d'œuvre à l'économie, une main-d'œuvre qui serait bien rémunérée. Que se passe-t-il lorsqu'on a une main-d'œuvre bien payée? Les gens se marient. Vous savez, donner un peu d'argent à un homme, il trouve une jolie fille, et la prochaine chose que vous savez, il a une maison et des enfants. C'est ce dont les Russes ont besoin. Ils ont de grandes valeurs familiales, mais il est difficile de fonder une famille quand on est dans l'armée. Ce n'est pas le meilleur endroit au monde pour élever une famille. Peut-être en tant qu'officier, un officier supérieur. Mais si vous êtes un homme du rang, si vous êtes là-bas dans les rangs, non, c'est incroyablement perturbateur. Et les Russes s'éloignent d'un système de conscription pour aller vers un système de contrat. Donc on parle de contrats à long terme, ce que nous appelons des engagements ici aux États-Unis. Mais encore une fois, vous allez être dans le domaine de la préparation à la guerre ou de l'entraînement à la guerre. Vous n'êtes pas chez vous à fonder une famille. Vous ne produisez rien. Donc toute personne qui dit non, les Russes veulent vraiment renforcer leur armée, vraiment, ne comprend pas la Russie. Ce n'est pas du tout ce que veut la Russie. C'est exactement le contraire de ce que veut la Russie. La Russie fera ce qu'elle doit faire pour se protéger. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais les Russes préféreraient, plutôt que d'augmenter leur armée de 600 000 hommes, voir ces 600 000 personnes dans la population active, employées de manière productive, fabriquant des choses bénéfiques pour la Russie et pour ses partenaires économiques, gagnant un revenu stable, payant des impôts et, selon moi, se mariant et élevant des enfants. Beaucoup d'enfants, car la Russie a besoin d'enfants. Toute cette histoire de guerre, cette posture guerrière, ce n'est pas bon pour la santé d'une nation. Pas seulement la santé économique, mais aussi la santé démographique. L'Europe est confrontée à ce problème. On observe une baisse des taux de natalité partout. C'est en quelque sorte le danger de l'immigration, car on injecte alors des valeurs non traditionnelles dans des sociétés définies par des valeurs traditionnelles. Cela dilue le caractère unique des nations. La Russie a passé 25 ans à reconstruire ce que signifie être russe. Il fut un temps où les Russes étaient prêts à abandonner la Russie. Ils abandonnaient la Russie. Ils ne croyaient plus en la Russie. Ils avaient perdu foi en la Russie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je dois dire que je suis profondément impressionné par les Russes. Ce n'est pas une société parfaite. Rien ne l'est. Rien n'est parfait. Mais ils sont sacrément bons. Je veux dire, ce sont des gens qui, dans l'ensemble, sont satisfaits de ce qu'ils sont, heureux là où ils sont. Est-ce que les choses pourraient être meilleures? Bien sûr. Est-ce qu'ils travaillent à les améliorer? Oui. Mais vous savez, les Russes aiment être Russes. Ils sont fiers d'être Russes. Et ils ont de nombreuses raisons d'être fiers. Je pense que la Russie aimerait que les Européens soient aussi fiers d'être ce qu'ils sont. Les Russes ne m'en veulent pas d'être un Américain fier. Je veux dire, certains se grattent la tête et disent « Mais de quoi es-tu fier ?» Et moi, vous savez, je réponds « Du potentiel ». Je pense que l'Amérique a plus de potentiel que n'importe quel autre endroit au monde, parce que nous ne sommes pas prisonniers de notre histoire. Nous vivons, vous savez, dans une prison d'idées. Et si nous pouvions simplement être à la hauteur de ces idées et de ces idéaux, nous pourrions vraiment être sacrément formidables. Mais nous ne faisons pas ça. Donc oui, vous savez, mais j'aime le potentiel de l'Amérique. Et les Russes sont du genre « cool, j'adore quelqu'un qui aime son pays ». Les Russes aiment une personne qui aime son pays. Ils ne vous en voudront jamais de dire « je suis fier d'être Américain » ou « je suis fier d'être Iranien » ou « je suis fier d'être Brésilien » ou « je suis fier d'être Canadien ». Ils disent bien « tu es fier de ton pays ». Nous aussi. Donc, nous avons beaucoup en commun. Tu aimes ton pays, j'aime mon pays. Entendons-nous. Les Russes sont formidables à ce sujet. L'Europe, plus tellement aujourd'hui. Et c'est triste. C'est triste. J'ai vécu en Europe. J'ai grandi en Europe. J'ai grandi en Allemagne. Et j'ai beaucoup voyagé. Vous savez, à l'époque, j'avais le passe rail, vous savez, et on met un sac à dos sur son dos et on part simplement. Et pendant 2 mois, j'ai tout simplement pris des trains, j'ai campé et j'ai parcouru toute l'Europe. Et on pouvait aller partout en voiture. Vous savez, mes parents, à chaque fois qu'ils prenaient des vacances, on allait dans un endroit différent en Europe. C'était fantastique. J'adorais l'Europe. J'adorais tous les aspects de l'Europe. J'adorais franchir les frontières. J'adorais passer de l'Allemagne, où j'avais mes marques allemands, à l'Italie, pour obtenir des lires italiennes. L'une des premières choses qu'on faisait en arrivant à la gare, c'était d'aller échanger son argent. Et là, on était vraiment en Italie parce qu'on avait des lires. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est tout en euros. Et ils ont en quelque sorte effacé les frontières. Je sais que c'est censé être pratique, mais l'Europe a perdu son attrait, perdu ce que ça signifiait d'être européen. Enfin, bref. Alle ist schon Zeit our time. Anyways, I babbled on too far about that.